Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis les chapitres 5 et 6 du livre Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 5, dans lequel une nouvelle valeur apparaît sur la place de Londres. Phileas Fogg, en quittant Londres, ne se doutait guère, sans doute, du grand retentissement qu'allait provoquer son départ. La nouvelle du pari se répandit d'abord dans le Reform Club et produisit une véritable émotion parmi les membres de l'honorable cercle. Puis, du club, cette émotion passa aux journaux par la voix des reporters et des journaux au public de Londres et de tout le Royaume-Uni. Cette question du tour du monde fut commentée, discutée, disséquée, avec autant de passion et d'ardeur que s'il se fût agi d'une nouvelle affaire de l'Alabama. Les uns prirent parti pour Phileas Fogg, les autres, et ils formèrent bientôt une majorité considérable, se prononcèrent contre lui. Ce tour du monde à accomplir, autrement qu'en théorie et sur le papier, dans ce minimum de temps, avec les moyens de communication actuels en usage, ce n'était pas seulement impossible, c'était insensé. Le Times, le Standard, l'Evening Star, le Morning Chronicle et 20 autres journaux de grande publicité se déclarèrent contre M. Fogg. Seul le Daily Telegraph le soutint dans une certaine mesure. Phileas Fogg fut généralement traité de maniaque, de fou, et ses collègues du Reform Club furent blâmés d'avoir tenu ce pari qui accusait un affaiblissement dans les facultés mentales de son auteur. Des articles extrêmement passionnés mais logiques parurent sur la question. On sait l'intérêt que l'on porte en Angleterre à tout ce qui touche à la géographie. Aussi n'était-il pas un lecteur, à quelque classe qu'il appartient, qui ne dévora les colonnes consacrées au cas de Phileas Fogg. Pendant les premiers jours, quelques esprits audacieux, les femmes principalement, furent pour lui, surtout quand l'Illustrated London News eut publié son portrait d'après sa photographie déposée aux archives du Reform Club. Certains gentlemen osaient dire « pourquoi pas après tout? On a vu des choses plus extraordinaires. » C'étaient surtout les lecteurs du Daily Telegraph. Mais on sentit bientôt que ce journal lui-même commençait à faiblir. En effet, un long article parut le 7 octobre dans le bulletin de la Société royale de géographie. Il traita la question à tous les points de vue et démontra clairement la folie de l'entreprise. D'après cet article, tout était contre le voyageur, obstacle de l'homme, obstacle de la nature. Pour réussir dans ce projet, il fallait admettre une concordance miraculeuse des heures de départ et d'arrivée, concordance qui n'existait pas, qui ne pouvait pas exister. À la rigueur, et en Europe, où il s'agit de parcours d'une longueur relativement médiocre, on peut compter sur l'arrivée des trains à heure fixe, mais quand il s'emploie 3 jours à traverser l'Inde, 7 jours à traverser les États-Unis, pouvait-on fonder sur leur exactitude les éléments d'un tel problème? Et les accidents de machines, les déraillements, les rencontres, la mauvaise situation, l'accumulation des neiges, est-ce que tout n'était pas contre Phileas Fogg? Sur les paquebots, ne se trouverait-il pas, pendant l'hiver, à la merci des coups de vent ou des brouillards? Est-il donc si rare que les meilleurs marcheurs des lignes transocéaniennes éprouvent des retards de 2 ou 3 jours? Or, il suffisait d'un retard, un seul, pour que la chaîne de communication fût irréparablement brisée. Si Phileas Fogg manquait, ne fût-ce que de quelques heures le départ d'un paquebot, il serait forcé d'attendre le paquebot suivant, et par cela même son voyage était compromis irrévocablement. L'article fit grand bruit, presque tous les journaux le reproduisirent, et les actions de Phileas Fogg baissèrent singulièrement. Pendant les premiers jours qui suivirent le départ du gentleman, d'importantes affaires s'étaient engagées sur l'aléa de son entreprise. On sait ce qu'est le monde des parieurs en Angleterre, monde plus intelligent, plus relevé que celui des joueurs. Parier est dans le tempérament anglais. Aussi, non seulement les divers membres du Reform Club établirent-ils des paris considérables pour ou contre Phileas Fogg, mais la masse du public entra dans le mouvement. Phileas Fogg fut inscrit comme un cheval de course à une sorte de stud-book. On en fit aussi une valeur de bourse qui fut immédiatement cotée sur la place de Londres. On demandait, on offrait du Phileas Fogg, ferme ou à prime. Il se fit des affaires énormes. Mais 5 jours après son départ, après l'article du bulletin de la Société de géographie, les offres commencèrent à affluer. Le Phileas Fogg baissa. On l'offrit par paquet. Pris d'abord à 5, puis à 10, on ne le prit plus qu'à 20, à 50 ou à 100. Un seul partisan lui resta. Ce fut le vieux paralytique, Lord Albemarle. L'honorable gentleman, cloué sur son fauteuil, eût donné sa fortune pour pouvoir faire le tour du monde, même en 10 ans. Et il paria 5 000 livres en faveur de Phileas Fogg.
Et quand, en même temps que la sottise du projet, on lui en démontrait l'inutilité, il se contentait de répondre: si la chose est faisable, il est bon que ce soit un Anglais qui le premier l'ait faite. Or, on en était là. Les partisans de Phileas Fogg se raréfiaient de plus en plus. Tout le monde, et non sans raison, se mettait contre lui. On ne le prenait plus qu'à 150, à 200 contre 1, quand, 7 jours après son départ, un incident complètement inattendu fit qu'on ne le prit plus du tout. En effet, pendant cette journée, à 9 heures du soir, le directeur de la police métropolitaine avait reçu une dépêche télégraphique ainsi conçue. Suez à Londres. Rowan, directeur de police, administration centrale, Scotland Place. Je file voleur de banque, Phileas Fogg. Envoyé sans retard mandat d'arrestation à Bombay, Inde anglaise. Signé Fix Détective. L'effet de cette dépêche fut immédiate. L'honorable gentleman disparut pour faire place au voleur de banknotes. Sa photographie déposée au Reform Club avec celle de tous ses collègues fut examinée. Elle reproduisait trait pour trait l'homme dont le signalement avait été fourni par l'enquête. On rappela ce que l'existence de Phileas Fogg avait de mystérieux, son isolement, son départ subit, et il parut évident que ce personnage, prétextant un voyage autour du monde et l'appuyant sur un pari insensé, n'avait eu d'autre but que de dépister les agents de la police anglaise. Chapitre 6, dans lequel l'agent Fix montre une impatience bien légitime. Voici dans quelles circonstances avait été lancée cette dépêche concernant le sieur Phileas Fogg. Le mercredi 9 octobre, on attendait par 11 heures du matin à Suez le paquebot Mangolia de la Compagnie péninsulaire et orientale, steamer en fer à hélice et à spar-deck, jaugeant 2800 tonnes et possédant une force nominale de 500 chevaux. Le Mangolia faisait régulièrement les voyages de Brindisi à Bombay par le canal de Suez. C'était un des plus rapides marcheurs de la compagnie, et les vitesses réglementaires, soit 10 000 à l'heure entre Brindisi et Suez, et 9 053 centièmes entre Suez et Bombay, il les avait toujours dépassés. En attendant l'arrivée de Mangolia, 2 hommes se promenaient sur les quais, au milieu de la foule d'indigènes et d'étrangers qui affluent dans cette ville, naguère une bourgade à laquelle la grande œuvre de Monsieur de l'Espèce assure un avenir considérable. De ces 2 hommes, l'un était l'agent consulaire du Royaume-Uni, établi à Suez, qui, en dépit des fâcheux pronostics du gouvernement britannique et des sinistres prédictions de l'ingénieur Stephenson, voyait chaque jour des navires anglais traverser ce canal, abrégeant ainsi la moitié de l'ancienne route de l'Angleterre aux Indes par le cap de Bonne-Espérance. L'autre était un petit homme maigre, de figure assez intelligente, nerveux, qui contractait avec une persistance remarquable ses muscles sourciliers. À travers ses longs cils brillait un œil très vif, mais dont il savait à volonté éteindre l'ardeur. En ce moment, il donnait certaines marques d'impatience, allant, venant, ne pouvant tenir en place. Cet homme se nommait Fix, et c'était un de ces détectives, ou agents de police anglais, qui avait été envoyé dans les divers ports après le vol commis à la Banque d'Angleterre. Ce Fix devait surveiller avec le plus grand soin tous les voyageurs prenant la route de Suez, et si l'un d'eux lui semblait suspect, le filer en attendant un mandat d'arrestation. Précisément depuis 2 jours, Fix avait reçu du directeur de la police métropolitaine le signalement de l'auteur présumé du vol. C'était celui de ce personnage distingué et bien mis que l'on avait observé dans les salles de paiement de la banque. Le détective, très alléché évidemment par la forte prime promise en cas de succès, attendait donc avec une impatience facile à comprendre l'arrivée du Mangolia. « Et vous dites, monsieur le consul, demanda-t-il pour la 10e fois, que ce bateau ne peut tarder ?»« Non, monsieur Fix, répondit le consul. Il a été signalé hier au large de Port Saïd, et les 160 km du canal ne comptent pas pour un tel marcheur. Je vous répète que le Mangolia a toujours gagné la prime de 25 livres que le gouvernement accorde pour chaque avance de 24 heures sur les temps réglementaires. »« Ce paquebot vient directement de Brindisi, demanda Fix. »« De Brindisi même, où il a pris la malle des Indes, de Brindisi qu'il a quitté samedi à 5 heures du soir. Ainsi ayez patience, il ne peut tarder à arriver. Mais je ne sais vraiment pas comment, avec le signalement que vous avez reçu, vous pourrez reconnaître votre homme s'il est à bord du Mangolia. »« Monsieur le consul, répondit Fix, ces gens-là, on les sent plutôt qu'on les reconnaît. C'est du flair qu'il faut avoir, et le flair est comme un sens spécial auquel concourent l'ouïe, la vue et l'odorat. J'ai arrêté dans ma vie plus d'un de ces gentlemen, et pourvu que mon voleur soit à bord, je vous réponds qu'il ne me glissera pas entre les mains. »« Je le souhaite, monsieur Fix, car il s'agit d'un vol important. »« Un vol magnifique, répondit l'agent enthousiasmé. 55 000 livres, nous n'avons pas souvent de pareilles aubaines. Les voleurs deviennent mesquins.
La race des Sheppards s'étiole. On se fait pendre maintenant pour quelques shillings. Monsieur Fix, répondit le consul, vous parlez d'une telle façon que je vous souhaite vivement de réussir. Mais je vous le répète, dans les conditions où vous êtes, je crains que ce ne soit difficile. Savez-vous bien que, d'après le signalement que vous avez reçu, ce voleur ressemble absolument à un honnête homme? Monsieur le consul, répondit dogmatiquement l'inspecteur de police, les grands voleurs ressemblent toujours à d'honnêtes gens. Vous comprenez bien que ceux qui ont des figures de coquins n'ont qu'une partie à prendre, c'est de rester propres, sans cela ils se feraient arrêter. Les physionomies honnêtes, ce sont celles-là qu'il faut dévisager surtout. Travail difficile, j'en convainc, qui n'est plus du métier, mais de l'art. On voit que le dit Fix ne manquait pas d'une certaine dose d'amour-propre. Cependant, le quai s'animait peu à peu. Marins de diverses nationalités, commerçants, coursiers, portefaix, fellahs y affluaient. L'arrivée du paquebot était évidemment prochaine. Le temps était assez beau, mais l'air froid, par ce vent d'est. Quelques minarets se dessinaient au-dessus de la ville sous les pâles rayons du soleil. Vers le sud, une jetée longue de 2000 mètres s'allongeait comme un bras sur la rade de Suez. À la surface de la mer Rouge roulaient plusieurs bateaux de pêche ou de cabotage, dont quelques-uns ont conservé dans leur façon l'élégant gabarit de la galère antique. Tout en circulant au milieu de ce populaire, Fix, par une habitude de sa profession, dévisageait les passants d'un rapide coup d'œil. Il était alors 10h30. « Mais il n'arrivera pas, ce paquebot !» s'écria-t-il en entendant sonner l'horloge du port. « Il ne peut être éloigné, répondit le consul. Combien de temps stationnera-t-il à Suez demanda Fix. 4 heures, le temps d'embarquer son charbon. De Suez à Aden, à l'extrémité de la mer Rouge, on compte 1310 miles. Et il faut faire provision de combustible. Et de Suez, ce bateau va directement à Bombay demanda Fix. Directement, sans rompre charge. Eh bien, dit Fix, si le voleur a pris cette route et ce bateau, il doit entrer dans son plan de débarquer à Suez afin de gagner par une autre voie les possessions hollandaises ou françaises de l'Asie. Il doit bien savoir qu'il ne serait pas en sûreté dans l'Inde, qui est une terre anglaise. À moins que ce ne soit un homme très fort, répondit le consul. Vous le savez, un criminel anglais est toujours mieux caché à Londres qu'il ne le serait à l'étranger. Sur cette réflexion qui donna fort à réfléchir à l'agent, le consul regagna ses bureaux, situés à peu de distance. L'inspecteur de police demeura seul, pris d'une impatience nerveuse, avec ce pressentiment assez bizarre que son voleur devait se trouver à bord du Mongolia. Et en vérité, si ce coquin avait quitté l'Angleterre avec l'intention de gagner le Nouveau Monde, la route des Indes, moins surveillée ou plus difficile à surveiller que celle de l'Atlantique, devait avoir obtenu sa préférence. Fix ne fut pas longtemps livré à ses réflexions. De vifs coups de sifflet annoncèrent l'arrivée du paquebot. Toute la horde des portefaix et des fellahs se précipita vers le quai, dans un tumulte un peu inquiétant pour les membres et les vêtements des passagers. Une dizaine de canots se détachèrent de la rive et allèrent au-devant du Mongolia. Bientôt, on aperçut la gigantesque coque du Mongolia passant entre les rives du canal. Et 11 heures sonnaient quand le steamer vint mouiller en rade pendant que sa vapeur fusait à grand bruit par les tuyaux d'échappement. Les passagers étaient assez nombreux à bord. Quelques-uns restèrent sur le spar-deck à contempler le panorama pittoresque de la ville, mais la plupart débarquèrent dans les canots qui étaient venus accoster le Mongolia. Fix examinait scrupuleusement tous ceux qui mettaient pied à terre. En ce moment, l'un d'eux s'approcha de lui, après avoir vigoureusement repoussé les fellahs qui l'assaillaient de leur offre de service, et lui demanda fort poliment s'il pouvait lui indiquer les bureaux de l'agent consulaire anglais. Et en même temps, ce passager présentait un passeport sur lequel il désirait sans doute faire apposer le visa britannique. Fix instinctivement prit le passeport, et d'un rapide coup d'œil, il en lut le signalement. Un mouvement involontaire faillit lui échapper. La feuille trembla dans ses mains. Le signalement libellé sur le passeport était identique à celui qu'il avait reçu du directeur de la police métropolitaine. « Ce passeport n'est pas le vôtre ?» dit-il au passager. « Ah non, répondit celui-ci, c'est le passeport de mon maître. »« Et votre maître ?»« Il est resté à bord. »« Mais, reprit l'agent, il faut qu'il se présente en personne au bureau du consulat afin d'établir son identité. »« Quoi ? Cela est nécessaire ? » ?»« Indispensable. »« Et où sont ces bureaux ? » ?»« Là, au coin de la place, répondit l'inspecteur en indiquant une maison éloignée de 200 pas. « Alors, je vais aller chercher mon maître, à qui pourtant cela ne plaira guère de se déranger. » Là-dessus, le passager salua Fix et retourna à bord du steamer. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain à 18h pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Bye bye!